Chers amis, bonjour. Nous voudrions vous donner en bref, peut-être en résumé, un peu l'historique. Parce que pour que vous ayez la matière pour défendre cette cause, vous devrez aussi avoir un peu la matière ou la réalité sur l'histoire de la résistance dont nous parlons. Comment est-ce que ce mouvement est né? C'est ce qui va un peu nettoyer l'image ou ce qu'ils présentent eux comme rébellion, comme des terroristes. En fait, ils nous présentent comme ça. C'est parce que la situation perdure des années, au fur et à mesure, eux, ils profitent du temps pour vouloir changer maintenant la nature du mouvement. Nous insistons en vous disant qu'au Congo, il n'y a pas de rébellion. Et au Congo, nous n'avons pas un groupe terroriste. Peut-être que nous ignorons des terroristes cachés quelque part, puisque ce n'est pas nous qui sommes aux affaires. Eux ont des services habilités pour en découvrir. Mais parlons des Ninjan Silulu, ce groupe, s'il faut le dénommer comme ça, n'est pas un groupe de terroristes, mais c'est une population. On vous fait la démonstration. Nous sommes en 1997. Il y a eu des événements dont vous connaissez. M. Sassou vient chasser le président Pascal Lissouba, un président élu démocratiquement. Il prend le pouvoir par les armes, c'est-à-dire par la force. Les leaders sudistes avaient tous quitté le pays pour la plupart. Donc il y avait les Pascal Lissouba, les Bernard Kolela. Vous devriez le souligner qu'en ce moment-là, le révérend pasteur Ntoumi ne militait dans aucun parti. Ça, il faut le souligner. Il ne militait dans aucun parti. Mais il était au service de l'Éternel. Il ramassait les débiles mentaux, il les prenait, il les soignait. Tous connaissent l'histoire. Donc il ne figurait pas dans la scène politique congolaise. De là, vous devrez aussi ôter de vos pensées le chantage du genre que Ntoumi est une fabrication de Sassou, on l'a mis expressement aux poules pour aller diminuer l'électorat. Tout ça, je suis dans une condition ici compliquée aussi. Hein. Vous écoutez les mouvements. Si vous prêtez bien votre attention, vous allez écouter même les mouvements. Donc nous sommes dans des milieux à risque. Voilà, je reviens à mon sujet. Quand les leaders étaient partis, en ce moment-là, on avait l'UPADES, le MCDDI. Donc, les sujets laissés par l'UPADES, le MCDDI et d'autres partis, les populations, en ce moment-là, commençaient à payer le prix comme aujourd'hui. Voilà, on commençait à nous pourchasser partout dans le pôle, jusque dans les forêts. Et pourtant, ceux qui étaient les politiques étaient partis. Ils ne pouvaient plus lutter parce qu'ils n'étaient plus au pays. Mais c'était la chasse à l'homme. Et quand les jeunes au pôle étaient arrivés à bout, c'était une contrainte de résister contre ceux qui venaient vers eux avec les armes, contre ce pouvoir qui était hostile à l'égard de la population en cette époque. Donc c'est à partir de là que est né le mouvement de la résistance. En ce moment-là, au début, le mouvement n'avait pas de tête. Et voilà pourquoi l'homme de Dieu, par les compassions de l'Éternel, s'est retrouvé au milieu de ces jeunes pour les encadrer et dire voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà le comportement déviant qu'il ne faut pas
appliqué, voilà. Donc, le révérend pasteur Ntoumi intègre à travers le souci de ceux qui sont opprimés. Bon, à quel moment il devrait avoir les contacts avec M. Sassou en ce moment-là, lui n'étant même pas connu dans le cercle politique? Et puis, comment Sassou pouvait faire un choix d'un individu qui n'a pas une histoire, en ce moment-là, qui n'avait pas une histoire politique? C'est inadmissible quand même. Voilà comment est né le mouvement de la résistance en ce moment-là. Je n'irai pas dans les détails de cette guerre contre la population en ce moment, mais Dieu, par sa grâce, avait tendu main à ces jeunes, et ces jeunes étaient sortis, je peux dire, vainqueurs, parce que face à une armée et face à des multiples pays qui étaient venus en aide à M. Sassou, quand même, on était arrivé à des négociations. Mais quand on accepte à négocier, c'est qu'on a reconnu l'autre. Bon, pour que l'autre ait une voix pour défendre la cause de la population, il fallait qu'il y ait un statut. Il ne pouvait pas venir parler en tant que pasteur dans une église, parce que là, c'était déjà la politique. Pour chercher la garantie de la paix véritable, il fallait signer quelque chose. Voilà qu'on est abouti aux accords de cessation des hostilités. Et dans ces accords découlaient beaucoup de décisions. En ce moment, il y avait beaucoup de cadres aussi autour de Laurent Pasteur Ntoumi, et le CNR comme étant mouvement de résistance, il y avait pas seulement le POUL qui était dans le mouvement. Donc il y avait aussi les gens de la Bouenza, du Nyari, de la Lekumu, du Kouilou forestier. Mais comme au Congo, nombreux des politiques, des responsables, ne font que la politique du ventre et de l'intérêt personnel. Les uns et les autres avaient trahi, ils étaient contraints d'aller se pencher à la merci de M. Sassou. Mais le révérend, voyant le souci du peuple, n'avait pas fléchi jusqu'à arriver à l'étape de signer les accords. En attendant l'application des accords, rien n'a été fait. En 2002, on est venu encore nous attaquer à Vinza. Voilà. Et il y a eu encore la relance des hostilités. Et après est venue la signature des engagements croisés à Kibouinde. Voilà ce qui produit la délégation générale chargée de la promotion des valeurs de paix et de la réparation de séquelles de guerre. Parce que les uns disaient que Ntoumi est devenu ministre. Non, il est un ministre délégué, donc il avait rang de ministre, mais non un ministre qui pouvait siéger. Donc il ne travaillait pas avec Sassou, mais il était le contrepoids pour dire que ça, à mon avis, ça ne marche pas parce qu'il ne pouvait que discuter tête à tête avec lui. Mais je vous apprends là aussi que depuis que le révérend pasteur Ntoumi est dans la scène politique, il n'a jamais eu l'audience de Sassou Nguesso. Ils n'ont jamais fait face à face et tête à tête avec Sassou pour une concertation ou une conversation donnée. Ça, je parie ma tête. Ça ne s'est jamais produit jusqu'à nos jours. Si M. Sassou a eu l'occasion de voir la figure de Laurent Pasteur Ntoumi, c'est pendant les salutations des vœux. Ça s'est produit peut-être 2 fois jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous ne comprenez pas la source, vous allez baser vos analyses sur des informations de la rue. Donc, dans cette première étape, nous vous avons expliqué cela. Et voilà encore, après les accords, les engagements croisés, parce que les gouvernants avaient compris que ça ne pouvait pas passer par la force. Le problème au POUL, c'est quoi? Quand vous venez appliquer la force au POUL, vous ne l'appliquez pas contre une rébellion. C'est pour cela la jeunesse du POUL ne peut jamais quitter le POUL parce qu'ils sont chez eux. Ce qui démontre que ce n'est que cette même population qui sont en train de menacer. Voilà le problème. Les jeunes n'ont pas le choix. Ils iront où? Partout, ils peuvent être appréhendés, traqués, tués. Donc la résistance devient une contrainte.
Et faire la politique aussi devient une contrainte pour chercher les solutions de paix durable. Parce que c'est nous qui sommes au feu. C'est nous qu'on vient attaquer. Il y a un monsieur qui a dit quelque chose sur le net, que le jour que vous verrez Ntoumi aller attaquer l'un des départements du Nord, on va croire en lui. Écoutez, qu'est-ce qui va nous prendre pour se déporter ici, aller jusqu'au Nord, pour aller attaquer qui? Et pour aller chercher quoi? On vient nous attaquer ici et on se défend. Il y a des causes qui conduisent aux conséquences. Et les gens s'attardent à fonder leurs analyses sur les conséquences tout en oubliant les causes. Et quand nous nous rappelons les causes, on nous donne les leçons de la politique en disant que les jeunes du pôle, les districts bien cités, ne doivent pas se contenter de la politique, mais plutôt, ils doivent se contenter de l'agriculture. Vous ne voyez pas vous-même là qu'il y a problème? Il y a problème. Certainement, ils sont convaincus que dans d'autres départements, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, manipuler, intimider, mais quand c'est le pôle, il y a comme un bras de fer, alors que ce n'est pas aussi un bras de fer. Donc, comprenez que le mouvement de la résistance a été muté en parti politique pour prouver notre souci de paix. Et les armes ont été brûlées devant les autorités, devant la population. Les images existent. Les images existent. Donc nous, on avait tourné la page parce qu'on avait muté notre mouvement de résistance en parti politique. C'était le CNR, changé toujours en CNR, parce que c'est le R qui avait changé. Du Conseil national de la résistance, on est passé au Conseil national des républicains, qui est notre entité, notre machine politique, dont on pouvait s'exprimer. Et dès qu'on était convaincu que nous avons maintenant un parti, nous pouvons nous exprimer. On commençait à revendiquer nos droits à travers notre parti et nous exprimer, proposer nos pistes de solutions pour notre pays. Mais souvent, rien n'a été pris en compte par le gouvernement. Même cette délégation générale. Sans portefeuille, sans rien, sans budget, s'il faut le dire. Donc, c'était comme un pouvoir juste pour vous contenter et pour que vous vous calmez, pour que vous ne vous exprimez plus. Je ne veux pas prendre plus de minutes, mais j'irai par séquence. Voilà, dans la première séquence, en résumé, j'ai bien dit, j'ai voulu clarifier l'essence de ce mouvement et comment est-ce qu'il a été muté en parti politique. Et depuis 2000, je crois 2009, quand le reverend avait pris des fonctions, jusqu'à nos jours, mais avant 2009, il y a eu la paix déjà en 2002-2003. Donc, parlons de 2003-2004, jusqu'à nos jours, nulle part, comptez les années, ça fait plus de 10 ans, nulle part, les ninjas Nsiloulou, dans la manière dont ils nous dénomment, ne sont allés quelque part pour aller commettre des exactions. Mais pourtant, ils attendaient aussi leur réinsertion tant attendue, qui n'a pas été effectuée. Bon, regardez vous-même. Regardez. C'est à la veille de la proclamation de l'élection présidentielle du 20 mars passé, 2016, que Mme Arlette Nono Soudan débarque à Soumouna pour venir encore nous promettre cette même réinsertion. Ça, elle-même était là. Que non, restez patient. Écoutez, nous sommes dans une élection, on n'a pas encore proclamé l'élection. Quelqu'un vient vous dire, soyez patient, vous serez réinséré. Vous ne voyez pas que là, c'est de la folie? Et nous, on lui a posé la question de savoir, qu'est-ce qui te prouve que c'est vous qui serez toujours à la machine?
Donc vous avez déjà fabriqué votre élection parce qu'on n'est pas encore à la proclamation. Bref, rien n'a été effectué. Donc, si nous pouvons bel et bien décortiquer l'histoire, on peut résoudre, on peut dire que si les exilés politiques sous les Souba ont eu l'occasion de revenir au pays, parce qu'il y a eu une résistance au pays et qu'il y a eu signature de la paix. C'est ce qui a permis que tout cela puisse au moins revenir au pays. Mais on doit quand même se respecter. Vous comprenez? Et quand chacun revenait au pays, chacun ne voulait plus même demander ou poser la question à ceux qui étaient restés au pays pour résister. Pour dire, mais comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce que nous allons faire parce que là nous sommes revenus. Non, chacun prenait sa piste pour aller faire gonfler son ventre. On se sentait abandonné, c'est comme si on avait résisté pour rien et on était contraint de faire nous aussi la politique, de créer un parti. Parce qu'il fallait nous exprimer parce que nous avons déjà formé une histoire. C'est tout à fait normal. Puisqu'en Congo on dit Mabaman Sekemana Mafamana Mayingana. Où est le drame? Je reviens tout de suite sur la deuxième partie pour vous expliquer comment est-ce que nous sommes rentrés dans cette phase cruelle. Mais comprenez d'abord la première phase. Je vous remercie. Bonjour. Je suis à la deuxième étape de mes propos. J'explique aux amis, c'est-à-dire les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur, de la diaspora un peu partout, nos parents, nos amis, nos grands frères, nos petits frères, nos sœurs, nos mamans, pour que nous puissions saisir le vrai sens et l'intérêt de notre défense. Nous, l'Insiloulou, nous avons toujours été en autodéfense. C'est un droit. Parce que nous sommes des citoyens congolais. Actuellement où nous vous parlons, quand il y a eu le référendum au pays, tous vous le savez que personne n'était pour le changement de la Constitution, même pour le référendum, pour ce vote-là. On a tous dit non. Mais ceux qui avaient dit non étaient comme, comment dirais-je, c'était un bloc solidaire. Bien qu'au-devant de nous, il y avait des leaders politiques, mais le peuple lui-même était déjà aussi une entité qui s'exprimait par plusieurs moyens. On ne voyait pas en ce moment-là la couleur des partis, mais dans une même dynamique, parce qu'il fallait se libérer de la dictature. Donc, tous les partis de l'opposition étaient presque ensemble, mais pourtant chacun était dans son parti, mais on parlait un même langage. Le peuple en entier, à bien voir, s'il faut bien décortiquer l'attitude dans ce moment-là, je crois bien que c'est le peuple qui conduisait les leaders dans leur enthousiasme volontiers. Et les leaders aussi ont eu la force parce qu'ils voyaient déjà le peuple elle-même, plutôt lui-même, s'exprimer par ses moyens. Donc on avait dit non au référendum, non au changement de la Constitution. L'imposteur nous a imposé ce qu'il a voulu. On n'avait pas voté pour la plupart des Congolais. On était resté chez nous. Combien même on est resté chez nous, subitement on entend un pourcentage grave que le référendum, le oui, l'a emporté avec tel pourcentage. On a mis les mains sur la tête. On s'est dit, bon, cette fois-ci, rester à la maison donc n'est pas une solution. Nous devrons maintenant aller voter normalement et voter ce que nous désirons.
Ça, c'est ce que nous connaissons dans l'histoire, ce qui est dans nos têtes. On ne va pas nous l'enlever parce que ça, c'est une réalité. On arrive à l'élection présidentielle. Nous sommes allés voter nos candidats. Et consciemment, nous le savons tous que nos candidats de l'opposition avaient remporté l'élection parce que nous savons, nous sommes conscients de quelle manière nous sommes allés aux urnes. Combien même le peuple a démontré sa volonté légale, la bonne démarche démocratique. Et le peuple a donné la leçon démocratique à M. Sassou. M. Sassou nous a présenté la leçon des dictateurs. Il dit, c'est moi que vous avez voté, je suis passé. Du coup, le peuple a réagi. Donc, la réaction du peuple avait commencé depuis le référendum jusqu'à l'élection présidentielle. Mais le peuple qui devrait réagir ne pouvait que réagir au nom, voilà, de ceux qui étaient des candidats en ce moment-là. Mais dans ce peuple qui réagissait, tous n'étaient pas seulement des partis politiques qui avaient présenté des candidats. Pour preuve, le général Mkoko n'avait pas de parti politique en ce moment. M. Parfait Kourela n'avait pas un parti politique bien assis en ce moment. Tous, presque, n'avaient pas de parti politique, à bien voir. Sauf M. Tchatsima Biala, à travers l'UPADES. Mais cette base-là n'avait pas d'abord adhéré à leur parti, n'avait pas d'abord signé les engagements de le parti, soit de Parfait Kourela, de Mkoko, de Kombi, il n'y avait pas de fiche d'adhésion. Donc, leur base n'était pas existante officiellement, à bien voir. Mais il y avait la bonne volonté du peuple à soutenir. Ce n'est qu'après, quand chacun des leaders a jugé et a jaugé la capacité de la mobilisation de sa base, maintenant ils sont rentrés dans la démarche de mettre en place les structures du parti. Ça vient après. C'est venu après. Mais l'action était déjà là. Et quand les jeunes commençaient à contester, ces jeunes ont été maintenant pourchassés, même en pleine procédure électorale. Pour la plupart avaient déjà fui la capitale, parce que les gouvernants avaient armé les civils. On peut citer les Karadines et tout ce monde-là. Aujourd'hui, ils sont dénommés par les 12 pros. La population connaissant leurs frères, ils se sont dit, avec ce rythme-là et la police, on n'a plus la possibilité de réagir, sinon avoir quelque chose à la main parce que nos frères sont dotés. Bon, qui en est le manipulateur? N'est-ce pas les gouvernants? Bon, maintenant vous dites que où est-ce que ces jeunes ont eu les armes? Écoutez, mais comment est-ce qu'ils pouvaient avoir les armes? Mais la réinsertion, la démobilisation, le désarmement n'avait pas été mis à terme. Ce gouvernement est bel et bien conscient que quand il y a eu ramassage d'armes au pôle, il y avait une partie des armes qui étaient restées entre les mains des jeunes, parce qu'eux-mêmes avaient dit que non, nous n'avons plus de moyens pour l'achat des armes, moyennant 100 000 francs par élément qui présentait son arme. Il n'y a plus l'argent, le budget n'est pas là, il n'est pas établi, donc à la prochaine fois. Et jusqu'aujourd'hui, ça c'est le désarmement. Mais la réinsertion, aucun signal n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Bien. Et quand quelqu'un se sent menacé jusqu'à bout, on arrive jusque devant ta porte, juste pour te tuer. Mais si tu as la calibre 12 avec toi, mais tu ne peux que te défendre. Parce que quand le peuple a réagi pour l'élection, chaque citoyen n'a pas réagi pour son intérêt personnel de sa famille ou de son oncle ou de sa mère, mais c'était pour l'intérêt général et pour l'essentiel national. Mais comment est-ce que maintenant, aujourd'hui, la chose tourne au vinaigre, on s'en prend à la population, on arrête les petits-enfants, on arrête les vieilles mamans, on arrête les jeunes, on arrête tout le monde. Bon, comment est-ce qu'ils peuvent justifier cela? Pourquoi les milliers de gens arrêtés?
Ça, au moins, c'est fait à ciel ouvert. Donc, on ne va plus dire qu'ils sont en train d'inventer les choses. Voilà. Donc, saisissez le sujet, et là, sur la base de la réalité, chacun peut, sur ses fondements, argumenter son point de vue et discuter de tout. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des terroristes, mais nous sommes une population civile. C'est l'armée qui vient nous bombarder, ils viennent nous attaquer, nous n'avons rien à la main, on est contraint de faire avec des petits moyens de bord, tu te ramasses une pierre, voilà, tu peux jeter la pierre, tu peux faire ce qui te semble bon à faire pour le moment, pourvu que tu puisses te défendre. Mais, on entend dire de partout que ce sont des terroristes, ce sont des rebelles, et la dénomination là réveille certaines intelligences, certaines puissances, certaines personnes en disant que voilà, au Congo, il y a maintenant des terroristes, au Congo, il y a maintenant des rebelles. C'est pas le cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ben, une rébellion est soutenue. Une rébellion est soutenue parfois par d'autres groupes, par d'autres groupes armés. Mais nous n'avons aucun soutien. Ça, tout le monde le savent. Nous n'avons aucun soutien, nous n'avons sollicité nulle part. Voilà. Nous n'avons sollicité nulle part un soutien en armement, par exemple. D'où, quand ils sont devant nous, nous sommes contraints d'aller dans les forêts. Et quand nous sommes dans les forêts, j'entends dire que ta mère a été incarcérée, tes enfants sont arrêtés, ta sœur est violée. C'est ce qui se fait sur le terrain. Quand ils arrivent dans un village, ils ne trouvent pas un jeune et ceux qui sont là payent le prix. Ils les amènent dans les geôles, ils sont arrêtés, ils sont incarcérés, ils sont torturés, ils font tout ce que bon leur semble sur la population. Et actuellement où nous vous parlons, nous pouvons compter des milliers de personnes qui sont dans les prisons, d'âge confondu. D'âge confondu, bien sûr. Donc, mes chers amis, croyez-moi que c'est de la misère au Congo actuellement et ce grave silence au niveau de la communauté internationale nous inquiète parce que nous-mêmes, les populations, étant conscients que nous ne sommes pas une armée organisée, on se dit pourquoi le non-assistance à la personne en danger? C'est un crime. Nous ne voyons pas ce que la France fait en faveur de la population congolaise. Nous ne voyons pas ce que les Nations Unies font en faveur de la population congolaise. Mais pourtant, nous payons le prix de notre choix. Le choix était démocratique. Mais la sentence est devenue, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut la qualifier. Donc voilà un peu en résumé comment est-ce que se présente la situation au Congo-Brazzaville. Et maintenant, certaines politiques commencent à privilégier l'intérêt de leurs instances, l'intérêt de leur structure des partis, l'intérêt de leur vision. Et pendant que le peuple est en train de peiner, au lieu de voir les urgences, parce que nous avons tant dit que le pouls est maintenant en état d'urgence. Donc il faut d'abord voir les urgences avant de voir les projets à long terme. Il faut d'abord voir ce qui est à court terme, c'est de chercher une solution de paix. D'abord, quand vous acharnez au reverend Pasteur Ntoumi, puisqu'il est un leader d'un grand parti bien installé dans la République, ça veut dire que vous acharnez à une grande partie de la population. Voilà ce qui se passe
actuellement au pays, et vous qui connaissez plus l'histoire avant nous, vous pouvez, à base de ça, voir qu'est-ce qu'il faut finalement, qu'est-ce qui est mieux entre une solution militaire et une solution politique. Qu'est-ce qui peut mieux soulager le peuple et ses leaders. Voilà, dans cette partie aussi, je viens de boucler la deuxième partie et s'ensuit la troisième. Merci. Sur cette troisième partie, parlons des faits. Parlons maintenant de ce qui se passe. Je ne voudrais plus m'attarder sur les longs mois passés parce que tout ça, on a lancé des communiqués. Tous sont au courant de l'acharnement, la répression intensifiée au pôle. L'occupation massive des agents de la force publique dans le pôle. Vous en êtes, je crois, bel et bien informés. Ça, je ne voudrais plus revenir là-dessus. Parce que vous le savez bien que l'occupation est même débordée, s'il faut le dire. Hein? Quand vous avez plus de 20 000 militaires dans un département et beaucoup de milliers comment dirais-je, des mercenaires, c'est compliqué. Mais nous insistons sur des points récents. Quelqu'un a écrit sur le net, et je venais de lire tout à l'heure, que ce qui se passe au pôle n'est que le prolongement de l'opération Mouebara. Oui, monsieur Nzonza, là je peux vous accorder la raison. Quand vous dites que la solution n'est pas militaire, mais politique, bien sûr que oui. Là, je peux dire que vous êtes dans la ligne, sur la bonne réflexion. Mais sauf, il ne faut pas être fanatique pour le plaisir de l'être, mais il faut aussi accepter l'idée de l'autre si elle est bonne, telle que je le fais tout de suite. J'accepte ton idée, je l'ai trouvée bonne. Je critique la mauvaise. Parce que nous sommes tous du coin, nous sommes tous du pôle. Mais nous devrons privilégier les questions de fond. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a une grande histoire, comme le grand pasteur Ntoumi, soit exposé et qu'on puisse tous accepter qu'on aille le prendre et le tuer? Et toute la base qui est convaincue en sa vision, qu'est-ce que cette base deviendra et quelle sera sa réaction? Ne voyez pas seulement un seul côté quand on est dans l'étape des propos, de solutions. Il ne faut pas voir seulement un côté, il faut voir tous les côtés. Nous sommes tous des humains et nous avons tous des droits de vivre aussi. S'il s'est produit d'abord des événements dans ce pays et qu'on est arrivé à s'accorder dans un sens de paix, et pourquoi maintenant ils sont décidés, ils tiennent des discours qui font peur à tout le monde, les discours qui effraient toute la population. On vous prend les exemples de Kinganga, Diawara, Kikadidi, Pierronga, tous ceux-là qui sont devenus des martyrs. Tu vois, quand on te dit ça, on te promet la mort. Et quand tu es conscient, quand ton esprit est conscient que moi, là où je suis, ce qui m'attend, ce n'est que la mort. Quelles seraient tes positions? Réfléchissons à tout ça. Quand moi qui vous parle là, je suis conscient que la seule solution qui m'est réservée, c'est qu'on veut coûte que coûte me tuer. Parce qu'on vient d'arrêter mon fils, on vient d'arrêter ma femme, on les a violés, j'ai l'information, par exemple. On vient de mettre à nu ma mère devant ses petits-fils. Toutes ces choses-là, qu'est-ce que ça va créer? Quelle est la psychose que ça va donner dans l'attitude de tout un chacun? La foule n'ayant pas l'esprit, chacun réfléchit
dans son petit coin à sa manière. Chacun va réagir selon ce qu'il aurait rencontré ou croisé. Donc, le schéma de la force ne serait pas la meilleure. Voilà. Mais le schéma qui pouvait nous ramener à une bonne solution, qui même vous pouvez connaître la date. Vous savez mes amis, facilement, on peut connaître la date qu'on est né. Mais quand il faut connaître la date qu'on devrait mourir, c'est un peu compliqué. Il est facile de connaître la date qu'on peut décider pour qu'il y ait une paix véritable. Mais il est difficile, très difficile, de déterminer la date que pouvait tuer une personne. Parce que vous n'êtes pas le Dieu qui a le pouvoir de faire mourir ou de faire vivre. N'oubliez pas que chacun a son destin. Voilà. C'est pour cela que nous avons toutefois lancé nos appels à la diaspora, lancé nos appels à l'opinion nationale et internationale, pour que chacun de nous puisse prendre son micro et s'exprimer, pas pour un intérêt personnel, pas seulement pour le peuple, parce que cette situation est à caractère national et non à caractère départemental. Ce sont les gouvernements qui veulent réduire cette situation pour maintenant remettre la charge au département du Poul. Voilà pourquoi nous entendons des propos à travers des Boniface Obombi qui disent que non, le Poul devient un obstacle majeur pour la République du Congo. Voilà. Alors que le soulèvement populaire, le ras-le-bol, Brazzaville, tous ceux qui sont à Brazzaville ne sont pas seulement du Poul. Quand il y a une réaction à Brazzaville, il ne faut pas seulement penser que c'est le Poul qui a réagi. Même au Poul, il n'y a pas que ceux qui sont du Poul. Voilà. Vous initiez le vivre ensemble, quelque part, ailleurs là-bas, une grande partie de la population vit dans la forêt. Et dans cette forêt, dans les forêts là, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de tout. Vous en êtes conscient que là-bas, les gens ne peuvent que mourir. Et les enfants meurent de faim, de soif, de maladie. Depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, comptez, nous sommes à combien de mois que les gens sont dans les forêts. Et en plus, pire encore, dans ce mois d'octobre encore, pire je dis dans ce mois d'octobre, que les bombardements intensifiés, le déploiement de la force publique a forcé la population d'aller dans les forêts et à Brazzaville. Là où nous vous parlons, le district de Mbanzandonga ne compte plus une population dans les villages environnants, tous ces lieux sont vidés. Le district de Kinkala, les villages qui l'environnent, il n'y a plus personne. Tous ces villages sont vidés. Le district de Gomatete, c'est-à-dire les villages qui l'entourent, et même le district lui-même, tout est vidé, il n'y a personne là-bas, à cause des bombardements. Le district de Mindouli, pareil. Le district de Mayama, pareil. Le district de Kindamba, pareil. Le district de Vinza, pareil. Bon, écoutez, est-ce que le révérend pasteur Ntoumi se retrouve dans tous ces districts? C'est ce qui nous a poussé, nous, à dire ça, ce n'est que la poursuite de l'opération Mouébara, parce qu'il faut tuer l'homme du Poul. Mais nous vous apprenons, pour éclairer, que dans cette opération Mouébara, consultez le livre que le révérend pasteur Ntoumi a écrit, mais il n'est pas dans ce coup fourré de la dite opération Mouébara. Il y a bel et bien des gens qui connaissent plus l'histoire que nous, qui peuvent bel et bien décrire, retracer l'histoire de l'opération Mouébara. Ils feront peut-être des cassettes. Je parle déjà à quelques de nos vieux qui en savent plus que nous. Mais en cette époque, le révérend pasteur Ntoumi n'a pas existé dans la scène politique pour dire qu'il était dans le coup, ou bien il est dans cette complicité-là. Non! Non. Et nous avons jugé cela comme la poursuite de l'opération Mouébara parce que, vu le mode opératoire qui s'effectue sur le terrain, ils ont ouvert un couloir humanitaire en passant par Kibossi en allant vers Brazzaville. Mais à l'entrée de Brazzaville, quelque part,
il y a des étrangers armés. Quand la population arrive là-bas, ils sont scindés en deux parties. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre côté. Et là où il y a les hommes, il se passe un triage terrible, on tue les gens. Et les corps sont jetés parce qu'il faut effacer des traces. N'est-ce pas la génocide? Est-ce que ces populations qui ont vécu de telles choses, ces populations qui ont perdu leur village, vous leur dites repartez dans les villages, alors que vous avez brûlé ces villages? Bon, comment est-ce que les gens iront encore dans leur village pendant ce temps que ces villages sont brûlés? Et ça, ce sont les Ninjan Sirulu qui font cela. Est-ce que la population du Poul peut brûler son propre village et où est-ce qu'il va vivre encore? Parce que ce sont les mêmes familles au Poul qui sont soudées. Quand vous arrêtez X et Y, vous touchez déjà toute une famille. Et toute la population n'est plus à l'abri. Et cette population qui était allée volontairement voter les leaders de l'opposition s'inquiètent, se disent qu'ils sont exposés parce que les urgences ne sont pas prises à chaud. Les urgences ne sont pas prises à chaud et ne sont pas prises en compte. Mais c'est des solutions à long terme. Et quand ces populations seront en attente de ces solutions à long terme, pendant ce temps, des bombardements intensifiés ne cessent de perpétrer. Dans cette partie, nous vous avons expliqué que les districts du Poul, les villages qui les entourent, sont vidés de leur population, totalement. Et ces villages sont en entier brûlés. Bon, lesquels qui sont les terroristes? S'il faut caractériser le terrorisme par les actes. Donc, nous ne sommes pas une rébellion. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas éduqués à porter, je ne sais pas, des bombes, aller s'exploser quelque part. Ce n'est pas de nos habitudes. Ça, nous devons être clairs sur ce point-là. Ce que nous cherchons, c'est la liberté. La liberté dans tous les sens. La liberté de l'expression, la liberté aussi d'être un mouvement politique, parce qu'on ne peut pas nous étouffer. Le parti est suspendu, la communauté est suspendue, la délégation générale est suspendue. Tous ces labels n'existent plus, juste pour qu'on nous pousse à croire, en fait, qu'on fasse croire aux gens que ce ne sont que des bandits. Le mandat d'arrêt est toujours là. Et on dit que le reverend Passion Toumé et ses co-auteurs doivent être poursuivis jusqu'à bout. Bon, maintenant, les co-auteurs sont ces pauvres mamans qu'on a arrêtées, les co-auteurs, parce que cette maman, quand il avait préparé un manioc, un jour, il y avait un ex-combattant qui était sorti, récupérer le manioc chez sa maman, voilà, il devient victime de la répression intensifiée, d'aller dans les prisons, souffrir, être violé. Vous ne voyez pas que c'est pas bien. À Pointe-Noire, on arrête beaucoup de gens, dans le silence. À Brazzaville, jusqu'aujourd'hui, on arrête même les enfants des ex-combattants et de tout le monde. Il suffit qu'ils puissent s'identifier, ayant un lien biologique, ayant de la même famille ou d'un même clan. On te prend, tu es dans la prison. Les populations en sont témoins. Et jusque-là, comme il n'y a pas la couverture médiatique, il n'y a pas accès aux organismes humanitaires d'y accéder au Congo en général et en particulier dans le Poul, voilà, la tuerie en silence se passe et la France reste bouche bée. Et la France reste bouche bée. Les Nations Unies, le droit de l'homme. Nous avons toujours dit ceci. Vous avez vu au monde des terroristes demander le concours de ce que nous venons d'appeler. Et donc, il ne faut pas jouer aux mots. Il ne faut pas jouer aux mots. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire, même les journalistes devraient avoir honte de le dire dans les médias que les terroristes, parmi Bulundisi, Banto Kondongindu. Voilà. Dans cette troisième partie, on n'est pas tellement allé en détail, mais il fallait éclairer l'opinion pour que chacun puisse baser sa réflexion sur
la bonne information. Et la bonne information, il faut la tirer de la source et non dans la rue. Et nous ne sommes pas dans la rue. C'est nous qui vivons les faits. Nous qui vous parlons, nous sommes au feu, nous vivons les faits, nous voyons ce qui se passe. Donc la diaspora n'a pas tort de réagir à chaud. Les Brassavillois n'ont pas tort de réagir à chaud. Mais chacun cherche la solution et chacun a le droit de parler, de s'exprimer. Pour ce faire, et pour terminer, nous lançons maintenant l'appel à la communauté internationale en son entier, aux organisations des droits de l'homme et à l'Union africaine, bien sûr, pour que la situation du Congo soit vue quand même. Ici, il n'y a plus de la stabilité. Et nous demandons à nos frères de la diaspora de tenir le coup de la communication, d'en parler chaque jour. Ne parlons pas juste pour le plaisir de le faire, mais passons aussi à l'acte de frapper toutes les portes que vous connaissez pour déposer les plaintes sur ce qui se passe au Congo. Nous devrions faire pression, nous tous, dans tous les sens. Et c'est notre droit. Mais nous ne devrons pas être là comme des attentistes, juste pour le plaisir. Toumi n'a jamais acheté des armes. Toumi n'a jamais reçu un lot des bombes ou des armes de quelque part pour pouvoir le renforcer. De tels propos sont des faussetés. Voilà. Et donc, le CNR est un parti politique bien installé. Et je crois que maintenant, tous nous pouvons faire le bon choix. Nous pouvons faire le bon choix. Et c'est le moment que jamais de nous unir. Voilà. Mais si l'on accepte être à tout moment divisé pour que les autres puissent bien régner, eh bien, nous attendrons longtemps. Voilà. Nous croyons en Dieu. Je le sais que l'Éternel ne permettra pas que toute une population soit sacrifiée. Ils sont responsables sur ce qui se fait au pays. Ils sont responsables, c'est-à-dire M. Sassou et son entourage. J'allais oublier une chose très importante, et je vais terminer sur ça. Là, nous sommes à la 4e jour, plutôt au 5e jour, qu'ils ont suspendu le trafic routier de la nationale numéro 1 allant de Brazzaville, Kinkala, jusqu'à Mindouli. Ça fait 5 jours de cela qu'ils ont suspendu le passage des véhicules, sans annoncer la raison. Ils n'ont pas dit la raison. Donc ça fait 5 jours que toute la population à partir du district de Mbanzandunga, Kinkala, Luingi, Boko, Mindouli, même Mayama aussi est touchée parce que c'est la voie qui conduit au pôle. Donc les enfants souffrent de faim. Les populations souffrent de faim. Vous ne voyez pas là que ce sont des crimes parce qu'ils n'ont pas annoncé le motif. Jusque-là, les gens ne font que se poser la question, mais les véhicules ne viennent plus pourquoi? Donc on ne tient pas compte de cette population. Même s'ils vont mourir de faim, ce n'est pas leur problème. Ça, c'est récent. Hein? Et là où je vous parle, nous sommes dans la fourchette de cet événement-là. Aucun véhicule n'a accès au pôle. Aucun véhicule n'a accès au pôle. Et en plus, ils n'ont pas annoncé le motif pour que les gens savent que non, ils l'ont fait pour telle raison. Sous d'autres cieux, ça ne se fait jamais. Mais au Congo, tout est permis.
Voilà. Et quand il faut voir ce genre des urgences, vous nous amenez dans un terrain militaire. Ce n'est que dans la rue que les gens apprennent que non, il y a des mercenaires, d'autres mercenaires qui sont rentrés dans la zone, donc il faut verrouiller la circulation pour que ces mercenaires aient accès dans les zones sensibles pour continuer l'opération de cet génocide. Ce sont des étrangers. Finalement, on ne comprend pas. Donc, entre la population et l'armée, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'armée n'est pas capable de convaincre une population. Il faut faire toujours recours aux différentes nations pour appeler les mercenaires. Ça devrait faire honte, en réalité. Non. Allons à la solution politique. Et dans cette solution politique, nous n'avons pas le droit de donner les détails. Parce que ceux qui sont habilités en la matière sauront proposer les démarches. Mais nous disons tout simplement, nous voulons une solution politique, pas une solution militaire. Je vous remercie.